live. Je suis ravie de faire ce live avec toi et avec vous tous. Je suis journaliste scientifique depuis 2018 et podcastrice depuis 2020 chez Futura, qui est un gros média qui parle d'actualité scientifique. Et juste un petit mot, j'ai déjà prévenu Camille, j'ai attrapé la Covid en mars dernier, donc mars de l'année dernière, et je fais de la Covid longue, et en ce moment je suis en rechute de symptômes, donc vous allez me voir soupirer beaucoup. C'est pas parce que je m'ennuie, c'est parce que j'ai du mal à respirer, voilà. Et on te souhaite de trouver un rétablissement, même si c'est pas facile. Voilà, donc Emma est journaliste scientifique, que je n'avais pas encore invitée sur cette émission, et je viens de réparer cette erreur, voilà. Nous voulions parler donc de philosophie des sciences, et tu voulais nous parler d'un point bien particulier que tu appelles l'émerveillement. Qu'est-ce que c'est que l'émerveillement en sciences ? Ben, je suis allée faire quelques recherches parce que je voulais pas arriver les mains vides, et je suis tombée sur pas mal d'articles. Donc on va essayer de déterminer une définition ensemble, et ensuite j'aimerais qu'on puisse ouvrir une conversation avec toi, Camille, puis avec Bien sûr. avec les personnes qui nous regardent sur le sujet. Donc je suis allée me baser, et oui, je cite mes sources, sur l'article qui s'appelle Science is Awesome, The Emotional Antecedents of Science Learning, qui a été réalisé par Valdesolo, Schultman et Baron et publié dans Emotion Review de 2017. Est-ce que tu peux traduire le titre peut-être pour les non-anglophones du chat ? La science est... Alors, awesome, c'est difficile à traduire en français. Génial, quelque chose comme ça, fabuleuse, je sais pas. Enfin, ça a beaucoup de sens. Ça peut être l'inspiration du lumineux, ça peut être l'inspiration de l'émerveillement, ou tout simplement quelque chose qu'on trouve génial. Oui, c'est ça. Et donc, les antécédents émotionnels de l'apprentissage des sciences. Et on nous dit que l'émerveillement est une émotion épistémique, c'est-à-dire qui est causée par des processus cognitifs qui sont engagés lors d'activités complexes, comme l'apprentissage ou la résolution de problèmes. Elle mélange de la surprise, de la curiosité, de l'intérêt, et se manifeste lorsqu'une chose que nous ignorons est prégnante, et qu'on acquiert ou qu'on assimile un savoir nouveau. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il parle d'idée de débordement, de quelque chose qui... on n'est pas simplement face à quelque chose qui demande une simple mise à jour de notre savoir, mais on est sur quelque chose qui nous émoustille tellement qu'on va être obligé de mettre à jour nos schémas. Et c'est cette espèce de débordement qui crée l'excitation de l'émerveillement. Et en lisant un petit peu sur le sujet, je me suis rendu compte que l'émerveillement, c'est pas seulement le moteur de l'esprit d'investigation scientifique, mais c'est un moteur de survie, puisque c'est ça qui nous permet, c'est un espèce de réflexe psychologique qu'on a, qui nous procure du plaisir et qui nous permet de nous adapter à nos environnements lorsqu'ils changent. Donc c'est véritablement quelque chose qui a permis à l'humain de s'adapter à son environnement lorsqu'il était face à de nouvelles situations, et de rester en vie et de ne pas se faire manger par un lion. Donc c'est plutôt chouette, je trouve. Tout à fait. Je réponds à une personne... peut-être que du coup, j'attendais que tu aies fini d'expliquer, mais je pense que du coup tu vas pouvoir lui répondre toi-même. En fait, c'est Dimle9 qui demande si ce que tu fais dans ce sujet-là, si ce sujet-là c'est de la sociologie ou si c'est une autre science ou une combinaison de sciences. Qu'est-ce que ce serait à peu près ? On est plutôt dans la psychologie des émotions ici. Voilà. Et tu as prononcé le mot épistémique, donc c'est aussi une question d'épistémologie, comment on sait ce qu'on sait. Voilà, il y a pas mal de choses mélangées là-dedans. Est-ce que justement la sociologie, donc est-ce qu'il peut y avoir une influence du groupe sur ce genre d'événements d'émerveillement comme ça ? Est-ce qu'on fait ça tout seul dans son coin ou est-ce qu'il y a aussi une influence extérieure qui peut avoir lieu ? Alors, c'est une excellente question sur laquelle je n'ai malheureusement pas eu le temps de me pencher. Par contre, je suis allée lire une autre étude qui s'appelle, attention, deuxième citation de source, où est-elle, la Philoute. Comment on voit les personnes curieuses. Donc, How are curious people viewed, qui a été publié par Kajdan et al. Dans une revue dont je n'ai pas noté le nom. Et ce qu'on nous dit, c'est que la curiosité, elle est excellente. C'est un excellent lubrifiant social qui permet de manifester plein de talents, comme la capacité d'adaptation, la tolérance à l'anxiété et à l'incertitude et la tolérance en général, qui est une valeur dont on n'a jamais de trop. L'expression d'émotions positives, une personnalité qui est encline à initier de l'humour ou du jeu, de la pensée divergente, on est moins défensif et voilà, de façon générale, on est mieux perçu par son entourage. Donc je ne sais pas si c'est aidé par le milieu social, même si j'aurais tendance à dire que la curiosité engendre la curiosité, mais ce qui est sûr, c'est que ça a des bénéfices sur notre vie sociale. D'accord.
Qu'est-ce que je voulais dire? Donc tu me disais que c'était en fait l'émerveillement, c'est en fait au-delà du sens commun de «Waouh, j'ai vu un truc génial qui m'a fait apprendre des choses», c'est aussi un concept psychologique et neurologique, c'est ça que tu me racontais tout à l'heure pendant la préparation. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on... j'imagine que vous avez déjà fait ça dans le chat, si vous êtes un petit peu fan d'astronomie, quand on voit Saturne pour la première fois dans un télescope, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Pourquoi ça s'appelle l'émerveillement et pourquoi c'est un phénomène, un concept psychologique à part entière? Eh ben, écoute, on a mis des gens dans des IRM, comme on D'accord. fait souvent quand on veut étudier le cerveau, et on leur a présenté des questions de trivia. Donc, par exemple, quel instrument a été inventé pour imiter la voix humaine? Ceux et celles qui savent répondre dans le chat. Et ensuite, on a mesuré l'intérêt de la personne pour cette question, la curiosité que ça suscitait, et on s'est rendu compte qu'il y avait deux choses qui se passaient. Une dilatation de la pupille au moment de l'apogée de la curiosité quand on livrait la réponse. Donc il y a vraiment la dilatation de la pupille, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment synonyme de plaisir, voire parfois de désir sexuel. Donc c'est vraiment lié au plaisir, à l'excitation. Et on s'est rendu compte surtout que ça activait l'anticipation de la récompense, donc les circuits de la récompense, qui nous fait sécréter plein de petites choses qui nous font bien plaisir. Et à la cigarette ou au chocolat, c'est 100% bon pour la santé. Du coup, j'avais récupéré tout à l'heure un schéma de circuit de la récompense dans le cerveau. On voulait en parler tout à l'heure. Je vais juste... j'ai un petit souci là. Pourquoi ah oui, c'est normal. Ça risque pas de s'afficher si, si je ne le dis pas de le faire. Voilà. Ça devrait s'afficher maintenant. Et si je mets ça ici, ça devrait s'afficher. Attention. Quelques instants. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si c'est le bon schéma que j'ai récupéré. Du coup, est-ce que tu connais cette version-là? Est-ce que c'est ce que j'ai trouvé quand j'ai tapé circuit de la récompense? Pas mal. En fait, le cortex va être là. Alors, je ne suis pas la merveilleuse Alexandra Gros qui est intervenue il n'y a pas longtemps, je crois, avec le planétarium. Donc, je ne suis pas aussi calée, même si j'ai une formation en neuropsycho. Grosso modo, le cortex va processer l'information. C'est toute la partie organisation, conceptualisation, enfin, qui va vraiment recevoir l'information, la traiter, la conceptualiser. Et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une activation du noyau accumbens qui est liée au circuit de la récompense lorsque la curiosité est engagée. D'accord. Et du coup, si c'est un circuit, j'imagine que ça s'auto-entretient, c'est-à-dire que plus on cherche, plus on crée de dopamine et plus ça tourne. Comment ça se passe? Alors, c'est une bonne question. Je sais qu'on peut l'épuiser, ce circuit de la récompense. C'est d'ailleurs comme ça que les addictions et le fait d'atténuation, d'accoutumance. Oui. Mais je pense qu'en l'occurrence, je pense que c'est la perception de notre sentiment de satisfaction qui va peut-être alimenter le circuit de la récompense. Je suis pas sûre. Ça fait très longtemps. Mais mes cours de psycho sont juste derrière moi, donc je vais pas dire. Pas de souci. Pas de souci. Moi, je suis assez ignare sur ce sujet, donc je te crois. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, tu parlais du coup d'émerveillement en sciences. Est-ce que tu as des exemples qui pourraient peut-être parler à notre public ici présent de choses, de moments qu'on pourrait connaître en sciences qui pourraient y faire penser, peut-être dans la vie de tous les jours, et puis peut-être ensuite de part de personnes un peu connues. Comment tu pourrais décrire l'émerveillement face à une nouvelle connaissance, une nouvelle découverte scientifique, quand on est néophyte, par exemple? Alors, je vais recentrer un petit peu sur le sujet de l'astro, puisque c'est quand même le centre d'intérêt du public qui est là, je pense. Donc, commencer par une expérience qui n'est pas si triviale que ça, qui est ce qu'on appelle l'overview effect. Expérimente des astronautes lorsqu'ils arrivent la première fois au-dessus de la Terre et qu'ils se rendent compte qu'ils ont devant eux ce fameux pale blue dot dont parlait Carl Sagan, cette petite bille lumineuse dont Michael Collins disait qu'elle était impossible à reproduire sur une photographie parce qu'elle est beaucoup plus brillante en réalité que vous la voyez sur la photographie. Et ils se rendent compte de toute la beauté et de la fragilité de notre planète. Ça, c'est vraiment le paroxysme de ce que la conscience de la nature, de notre planète, de ce qu'on représente dans l'univers, peut provoquer comme émotion et comme prise de recul par rapport à sa propre vie. Et pour revenir un petit peu à notre niveau, parce qu'on n'a pas tous les moyens de monter dans une navette spatiale,
L'émerveillement, il se trouve partout. Et, euh, et comme on a pu le dire au début, il a des bénéfices sociaux, cognitifs, intellectuels, de survie. Donc c'est quelque chose qu'on gagne à entretenir. Je vais essayer de retrouver cette citation de Feynman que j'aime beaucoup et que beaucoup d'entre vous connaissent probablement déjà. Un de ses amis lui avait dit: oui, mais toi, tu es un scientifique, donc tu ne peux pas apprécier la beauté d'une fleur vu que tu vas vouloir absolument la décortiquer, la rendre triviale et en faire quelque chose de matériel. Et voilà, je vais vous dire ce qu'il lui a répondu. Donc il dit: j'ai un ami qui est artiste et il adopte parfois un point de vue avec lequel je ne suis pas complètement d'accord. Ça, c'est Feynman qui fait semblant d'être modéré alors qu'il ne l'était pas du tout. Il va tenir une fleur et il dit: regarde combien elle est jolie. Et j'acquiescerai, je pense. Et il dit: tu vois, moi en tant qu'artiste, je peux voir ô combien elle est belle, mais toi en tant que scientifique, tu sépares tous ces éléments et cela devient quelque chose d'ennuyeux. Et je pense qu'il est un peu fou. Avant tout, la beauté qu'il perçoit est disponible aux autres personnes, et à moi aussi, bien que je ne puisse pas être tout à fait aussi raffiné esthétiquement que lui, mais je peux apprécier la beauté d'une fleur. Dans le même temps, je peux voir bien plus de choses concernant la fleur que lui ne peut en percevoir. Je peux imaginer les cellules, les actions complexes à l'intérieur qui ont aussi une beauté. Je veux dire que ce n'est pas juste de la beauté à cette dimension d'un centimètre. Il y a de la beauté dans les plus petites dimensions, dans la structure interne. Il y a aussi son fonctionnement. Le fait que les couleurs de la fleur ont évolué afin d'attirer les insectes pour la polliniser est intéressant. Cela signifie que les insectes peuvent voir les couleurs. Cela ajoute une question. Est-ce que le sens esthétique existe également dans les formes inférieures? Pourquoi est-elle esthétique? Tout un tas d'intéressantes questions qui ne font qu'ajouter à l'excitation et au mystère d'une fleur. Elle s'y ajoute et je ne vois pas comment il peut les soustraire. Effectivement, de façon, que ce soit par les sciences ou par l'art, de voir les choses qui sont complémentaires, en fait, finalement. Exactement. Qu'est-ce que j'ai dans le chat, alors? Donc il y a des gens qui sont arrivés un petit peu tard et qui demandaient qui on était, donc ça, j'ai répondu, il n'y a pas de souci. Encelade Beast nous dit: la curiosité est tout sauf un vilain défaut. Il y a des gens qui le voient comme un défaut, mais ils ont tort. Non, effectivement, la curiosité, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet d'apprendre des choses, mais aussi, c'est peut-être un bénéfice social que tu as peut-être évoqué rapidement, mais il y a aussi la question de la tolérance là-dedans. C'est-à-dire que si tu n'es pas curieuse, tu peux pas devenir tolérante, j'imagine. Et ce dont se sont rendus compte les psychologues, c'est qu'on a une bien meilleure tolérance à sa propre ignorance, à sa propre incertitude, lorsqu'on est curieux. Et je pense que les personnes qui ne sont pas curieuses ou qui se ferment à la curiosité risquent d'être beaucoup plus frustrées ou catégoriques lorsqu'on les met face à une situation qu'ils ou elles ne comprennent pas. D'accord. Je vais nous remettre dans l'autre mode. Voilà. Je me suis effacé. Voilà, ça y est, je suis de nouveau là. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le chat? Des fois, on a des connaissances scientifiques, c'est le lion qui dit ça. Des fois, on a des connaissances scientifiques, mais acquis comme une croyance, sans savoir comment on a eu cette connaissance. Exactement. Et ça, c'est un que j'ai avec moi-même. Est-ce que tu comprends cette question? Moi, je suis pas sûre de comprendre. Si tu comprends, très bien. Qu'est-ce que... Alors, je vais peut-être mal interpréter, mais moi, c'est un dilemme face auquel je me trouve aujourd'hui, face à la montée d'un côté de la zététique et de l'autre des théories conspirationnistes, avec des gens qui me mettent face à des savoirs que j'ai, des savoirs scientifiques, et me disent: mais comment tu le sais? Est-ce que tu l'as vérifié par toi-même, ça? Ça, oui. Et ils sont très doués pour vous déstabiliser vis-à-vis de ça. Effectivement, c'est pas toujours comment on est. Les uns comme les autres, d'ailleurs. Oui, exactement, exactement. Et moi, je pense que l'un comme l'autre sont un extrémisme, d'ailleurs. Oui, oui, en fait, l'épistémologie, c'est effectivement comment on sait ce qu'on sait, sauf qu'on peut être sûr de ce qu'on sait, alors qu'en fait, nos bases sont pas forcément très stables. Donc, après, il y a tout le débat de l'empirisme et tout ce qui va avec, mais c'est pour ça que la curiosité est importante, parce que c'est s'obliger, non, s'amener dans une position où on re-questionne ce que l'on sait, et il n'y a pas de meilleure porte d'entrée pour comprendre le monde que de s'émerveiller face au monde, je pense. C'est encore la meilleure façon de le faire, parce que déjà on n'est pas dans une posture où on va vouloir acquérir du savoir comme une forme de pouvoir, mais acquérir du savoir pour enrichir cet émerveillement. Et c'est très naïf comme vision du monde, mais moi j'aime bien être un bisounours. il faut des idéaux de toute façon pour avancer. Après, c'est comme la méthode scientifique, c'est un idéal objectif, mais qui n'est jamais atteint, parce que les scientifiques sont des humains, en fait. Donc on a besoin en science de cet idéal, des méthodes scientifiques pour avancer, mais il faut savoir qu'il ne sera jamais atteint à 100%.
Et d'ailleurs, si c'était le cas, on n'aurait plus beaucoup de questions à répondre, je pense. On saurait déjà tout et puis ce serait fini. C'est le propre de la science d'ailleurs d'être, comment dire, juste et jamais juste sur le long terme, d'être toujours en train de se réviser elle-même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le chat? Je regarde. Eyue nous dit un savoir peut être vrai à date et faux le lendemain. Tout à fait, c'est ce qu'on vient de se dire. Ouais. Alors en science, c'est plus. En général, le savoir précédent n'est pas totalement faux, sauf si vraiment on s'est vraiment gouré. Hein, c'est arrivé dans l'histoire. Hein. Mais en général, plus on va loin dans un domaine, plus c'est plutôt des ajustements des modèles en fait. Et plus le domaine est précis, et plus le renversement de table est improbable. Par contre, on affine de plus en plus. Mais il y a eu des choses qui étaient totalement faux, et dont on s'est rendu compte après, ça c'est vrai aussi. Ça ne veut pas dire que ceux d'avant avaient tort, c'est juste qu'ils avaient fait avec les moyens qu'ils avaient, avec les faits qu'ils avaient à disposition. Ouais. Et on se rend compte que les plus gros bouleversements scientifiques sont aussi à l'origine de gros bouleversements sociaux, parce qu'il y a... On peut penser que ça ne nous touche pas, mais réviser notre vision du monde, la façon dont on se perçoit dans l'univers, dont on se perçoit sur Terre, ça ne peut que nous toucher au plus profond de nous-mêmes. On parle, en psychologie en tout cas, on parle beaucoup des 3 révolutions, qui sont la révolution copernicienne, qui nous a placés en dehors du centre de notre propre système solaire et de l'univers, la révolution darwinienne, qui nous a appris qu'on descendait du primate et qu'on n'était pas au centre de tout, et ensuite la révolution freudienne, qui nous dit que l'on n'est pas le maître en son propre domicile, je crois, donc on n'a pas le contrôle sur son subconscient. Il y a de l'écho quand Camille parle. Oui, c'est parce que Emma a son haut-parleur, mais alors elle l'a baissé un petit peu. Je sais pas si... J'ai peur que tu n'entendes plus après. Si tu as un casque, oui, effectivement, ça va régler le problème. Comment s'appelle le moment entre le moment où on ignore et le moment où on a compris? Le Eureka. Je pense que je vais lui poser la question, mais je pense que c'est de ça dont on parle quand on parle d'émerveillement. Tu m'entends, Emma? Ça va? Ça y est, je t'entends. Il y a Eyue qui demande une précision. Comment s'appelle le moment entre le moment où on ignore et le moment où on a compris? L'instant Eureka. Est-ce que ce serait pas le synonyme de l'émerveillement finalement? Est-ce que c'est pas le moment où on est... Est-ce que l'émerveillement c'est un instant ou est-ce que ça dure sur le... D'ailleurs, c'est une bonne question. Est-ce que ça dure? Est-ce que c'est juste un instant? Justement, effectivement, c'est quelque chose que j'ai cru percevoir dans les définitions que j'ai lues dans ces articles. C'est qu'il y a vraiment ce côté waouh. Ce qu'on appelle le moment Eureka, oui, je pense, en France, c'est peut-être le wow factor en anglais. Je vais mettre ça comme ça, parce que je m'entends parler et c'est une catastrophe. Donc c'est le moment où on réalise quelque chose avec une information qu'on nous donne et qui chamboule un peu tout ce qu'on croyait, c'est ça? C'est pas forcément tout ce qu'on croit, et comme il disait dans l'article, ce que je trouve assez chouette, c'est une chose n'a pas besoin d'être complexe pour provoquer de la surprise et de la joie. Des fois, c'est simplement le plaisir de remettre à jour une toute petite partie de notre système, mais enfin, je pense qu'on a tous eu ce moment dans notre vie de switch, où d'un coup, on voit le monde complètement différemment à cause d'une toute petite information qui va faire basculer notre compréhension. Et ça, c'est l'émerveillement. Après, on regarde le passé, on se dit « Ah, mais j'ai été bête, quand même !» On n'est jamais bête de se poser les bonnes questions. Ça vous est arrivé, dans les personnes qui sont dans le public, d'avoir des moments comme ça où une chose, petite ou grande, un fait que vous avez rencontré, qui a vraiment changé complètement la façon dont vous voyez avec un Y-I-U-Z le problème? Est-ce que ça vous est arrivé, quel que soit le domaine, hein, je vois qu'il y a le lion qui dit qu'il trouve les solutions à ses blocages dans ses rêves. Alors, ça peut être des faits oniriques, mais ça peut être aussi... Je pense que là, on parle plutôt de faits de la vie réelle. Quels sont ces articles dont vous parlez? On vous mettra les liens un petit peu plus tard en Toscut, ne t'inquiète pas. Alors, ceci étant dit, pour répondre à cette partie sur les rêves, on s'est rendu compte que le sommeil permettait de trouver des réponses à certains problèmes. Il y a une technique qui est recommandée quand on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, de se mettre dans un fauteuil avec un bol devant soi et une cuillère qu'on tient à la main, et de juste fermer les yeux et de se détendre, et quand la cuillère tape le bol, c'est généralement qu'on a atteint un point d'endormissement où la solution nous est arrivée. Parce que ça permet de supprimer le bruit de fond dans le cerveau et de laisser le cerveau se consacrer à cette question. J'avais vu que cette expérience était aussi utilisée pour voir si on ne souffrait pas de manque de sommeil.
parce qu'il y a une durée en deçà de laquelle, si on s'endort, donc si la cuillère tombe, c'est qu'on n'a pas assez dormi. J'avais vu passer un documentaire là-dessus. Poupoule, c'est d'ailleurs pour ça que j'apprécie me casser la tête sur des problèmes parfois, cette seconde où on sent que tout s'aligne, que tout s'éclaire, comme les archéologues qui creusent longtemps et qui découvrent un premier morceau de trésor. Bah, je vous souhaite à toutes et tous d'avoir ce moment-là. Du coup, Fort Mesner, tu fais bien de rappeler le mot astronomie. Justement, on y vient. En astronomie, en général, on parle souvent de l'émerveillement qui nous a fait mettre un pied dedans. C'est quoi, toi, l'émerveillement qui t'a fait t'intéresser à l'astronomie parmi les différents domaines qui t'intéressent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait dire, Emma, ah bah tiens, ça je ne savais pas, et comme ça ton horizon s'ouvre vers cette science que tu ne connaissais pas au préalable? Mon premier souvenir de science, en fait, c'était quand j'étais toute petite. Je devais avoir 3-4 ans. J'ai parlé très très tôt. J'ai posé des questions très très vite. Et j'ai demandé à ma mère, mais il fait quelle taille l'univers exactement? Et ma mère, elle m'a dit, il est infini. Je comprenais pas, donc elle m'a expliqué. Et mon cerveau a bugué. J'étais bloquée de l'autre côté de l'émerveillement, de ce côté où le cerveau n'arrive pas à faire le switch, mais je sais que ça m'a fascinée. Et ensuite, il y a eu plusieurs, évidemment, séries consécutives de moments d'émerveillement. Je veux dire, quand on est devant un ciel étoilé, sans pollution lumineuse, je pense qu'on ne peut qu'être émerveillé. Je pense que tous les astronomes amateurs qui sont parmi nous acquiesceront avec ça. Je me souviens d'une nuit dans le Luberon où j'ai vu mon premier plus beau ciel de ma vie. Le ciel était complètement noir, absolument splendide. Et je vais reprendre les mots d'Encelade, c'est puissant. Je vois que dans le chat, les gens commencent à raconter un petit peu leurs anecdotes d'émerveillement. Encelade Bis qui dit « Avec des connaissances astrophysiques de base, on peut faire une expérience vertigineuse, observer la voûte céleste en se représentant en même temps la rotation de la Terre et la gravitation, c'est puissant. » Effectivement, quand moi je l'ai fait en animation sous le ciel étoilé, je mets les gens allongés par terre et je leur fais observer le ciel comme des humains de Cro-Magnon, sans télescope, sans rien, essayer de comprendre ce qu'ils voient en essayant de mettre de côté un peu leurs connaissances, jusqu'à atteindre une représentation en 3 dimensions de l'univers. Et en général, les gens sont un petit peu déstabilisés à la fin parce que ça devient en 3D en fait dans leur tête. Et c'est vrai que cet effet-là est assez puissant, cela. Le lion, sinon mon plus gros vertige, c'est quand je me suis intéressé au temps dans la relativité restreinte. Je pense que ça doit être à peu près le même vertige que toi avec l'infini, Emma. À mon avis, ça va être un petit peu similaire. La physique quantique. Et c'est pas Feynman qui disait, le lion, que justement ceux qui disent comprendre la mécanique quantique, c'est ceux qui la comprennent pas. Il a pas sorti un truc comme ça, je crois. Il avait dit ça. Si vous pensez que vous comprenez la physique quantique, c'est que vous avez rien compris. Oui, c'est ça. Et justement pour la relativité restreinte, je recommande, je t'avais dit que j'allais sortir des livres de ma bibliothèque, 1, 2, 3 Infinity de George Gamow, qui date de 1988, mais qui est très très chouette, et où il explique de manière assez claire la relativité restreinte. Et pour ceux et celles qui ne se sont jamais penchés sur ce sujet, le livre est très accessible. Ça a été un des premiers livres de vulgarisation scientifique dans lesquels je me sois plongée, et il est vraiment extra. George Gamow, c'était un des pères de la théorie du Big Bang, si je ne me trompe pas, l'expansion de l'univers. C'est un nom qui apparaît souvent dans l'histoire de la cosmologie. Et si ça vous intéresse aussi, tout ce genre de sujets, la cosmologie, la mécanique quantique, la relativité, il y a aussi la chaîne de Bruce Benhamran qui y pensait, qui est bien là-dessus, que vous pouvez, qui est également accessible. Je vois que toi, Emma, tu es plus axée sur les bouquins. Elle va nous en montrer plusieurs, ne vous inquiétez pas. Il y en aura plusieurs durant la session. Moi, de ce que j'ai compris de la physique quantique, c'est que je ne suis pas physicien, nous dit Ismaël. Alors, on peut ne pas être scientifique, mais apprécier les sciences. C'est pour ça que Emma et moi-même faisons ces métiers respectivement de journaliste scientifique et de médiatrice scientifique. On ne serait pas là, sinon. S'il n'y avait que les scientifiques qui pouvaient faire de la science, on ne serait pas là, quoi. On ne servirait à rien à ce moment-là. Les gens, si on n'est pas scientifique, on ne va pas forcément produire des nouvelles connaissances en sciences, mais on peut au moins s'en servir et s'enrichir intellectuellement, personnellement. Ouais. Voilà. Et il faut des porte-paroles, de toute façon. Voilà, parce que je sais pas si toi, Emma, tu as eu ça dans tes études, on en parlera après, mais des profs qui sont très bons dans leur domaine, mais très mauvais en pédagogie,
Euh, je pense que tu en as eu comme tout le monde. On en a tous eu. Voilà, je pense que dans le chat, vous avez aussi des profs très très sérieux, très très compétents, mais par contre en pédagogie, ras des pâquerettes. Donc c'est vrai que c'est important qu'il y ait des gens qui fassent le lien à tous les niveaux. Hein. On a un docteur Nozman par exemple qui s'adresse aux très jeunes, avec un niveau pas forcément très élevé. On a Bruce Dipensé qui est un peu plus élevé, et puis après on a des journalistes scientifiques qui font des articles poussés, et puis après on a aussi des scientifiques qui font du conseil en entreprise. Il y a plein de niveaux de transmission de savoir en fait, et aucun n'est illégitime en fait. Le niveau de vulgarisation va avec le niveau du public en fait, tout simplement. Exactement. Petit pas par petit pas. Pas galvauder des informations qu'on ne comprend pas. C'est ça. Science étonnante et plus sérieux qu'y penser. Je dirais pas que c'est plus sérieux, je pense que c'est destiné à un public qui a un peu plus de connaissances. Je pense que c'est simplement ça. Comment on prononce ton pseudo? Swiftycha. Je pense que j'ai réussi. Oui, Science étonnante, y penser, c'est des exemples justement de chaînes de vulgarisation qui ont des niveaux différents pour des publics de niveaux différents. Et les deux, à mon sens, sont utiles. Je sais pas ce que t'en penses, Emma. Mais je veux pas forcément m'exprimer sur le sujet. J'aime bien dire que je ne sais pas. Et du coup, je très ne sais bien. pas. Je vais pas regarder les vidéos de. Ce que je dis là, c'est une opinion. Attention, une opinion de médiation scientifique. De par ce que je vois avec mes collègues de Planétarium, tout ça, on a plusieurs types de publics différents avec plusieurs niveaux à produire. Voilà. Il me semble que c'était, si vous avez compris, c'est que j'ai pas été assez clair. Attends, Fred MB33, je comprends pas ta remarque. Donc, si c'est par rapport. Je pense que. Il me semble que c'était, si vous avez compris, c'est que je n'ai pas été assez clair. Je pense que c'est Feynman. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, je vois. Je vois très bien par rapport à la quantique. D'accord. Zingobatix nous dit on ne produit pas forcément de connaissances, mais on s'émerveille de celles des autres. Exactement. Oui, bah voilà, dans le chat, tout le monde donne des vulgarisateurs de niveaux différents, mais je vous le dis, il y a des publics différents aussi, donc c'est important qu'il y ait un peu de tout. Pour les personnes qui ont déjà un peu lu sur la physique quantique, je recommande cet autre livre qui s'appelle Le mystère du monde quantique par Thibaut Damour et Mathieu Burnia, qui est une magnifique BD avec une DA absolument formidable et qui parle de physique quantique de manière assez poussée, mais accessible. Que j'ai trouvé très chouette. Alors, on nous dit aussi qu'il y a des gens qui ont des vulgarisateurs connus qui peuvent avoir aussi des positions un peu douteuses sur divers sujets, mais ça reste des humains en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La science, c'est pas monolithique. C'est les méthodes scientifiques. Déjà, il y en a plusieurs et puis elles sont idéales, mais c'est des humains qui s'en servent. Donc, forcément, aucun humain. Le but là ici, c'est pas de donner des noms, mais c'est de montrer que justement en science, la perfection, l'objectivité parfaite n'existe pas. Il faut faire le tri. Il faut faire le tri. Alors après, je rejoins quand même Fiat Minimis sur un point qui est de ne pas prendre de position quand on ne sait pas. Oui. Je pense que c'est une sage décision. Et encore une fois, il faut savoir apprendre le plaisir que c'est de pouvoir dire je ne sais pas. Ouais. C'est ça, le reste, je ne me prononcerai pas dessus. Oui, et puis quand on fait de la médiation ou de la vulgarisation par différents biais comme le journaliste scientifique, c'est important de dire qu'on ne sait pas pour le public en face, puisque c'est aussi une marque de confiance. Ça veut dire que si on vous dit qu'on ne sait pas, ça veut dire que cette personne est capable de ne pas me raconter des cracks, et donc j'ai potentiellement plus confiance en ce qu'elle va me dire quand elle sait ce qu'elle me dit. Donc c'est vraiment important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une marque de faiblesse, mais non, au contraire. C'est très important de dire qu'on ne sait pas. Alors, qu'est-ce que nous voulions dire en plus? Donc on a parlé de Feynman. On avait d'autres personnes que tu voulais évoquer par rapport à l'émerveillement. Donc on a vu Feynman avec la mécanique quantique, on a vu Feynman avec la relation art et science. Tu voulais nous parler aussi de Alexei Leonov? Parce que je t'avais envoyé une photo d'un coucher de soleil vu depuis l'espace sur la Terre. Je vais le mettre. Qui a été dessiné par Alexei Leonov, qui, tu me disais, est la première personne à avoir fait une sortie extravéhiculaire. Et qui a eu, je te laisse raconter l'anecdote. Je vais pas te l'expliquer. Alors, par contre, je ne retrouve pas la photo, il faut que j'aille la récupérer. Je ne sais pas où elle est. Je pensais la voir, mais je ne l'ai pas téléchargée apparemment. Alors attends, il faut que je la retrouve, je sais pas comment je vais faire ça. C'est quoi, je vais essayer de t'envoyer un lien. Ouais, je veux bien.
Pendant que tu racontes sa sortie extravéhiculaire. Ouais, alors du coup, Alexei Leonov, c'était le premier cosmonaute russe, le premier humain tout court à avoir fait une sortie extravéhiculaire de sa capsule. Et le problème qu'il a eu, c'est que sa combinaison a eu un problème de pression, donc elle a gonflé. Et il a dû ouvrir une valve pour rentrer dans la capsule et sauver sa peau. Le problème, c'est qu'il était en pleine crise de panique. Il a failli s'évanouir avant de faire la manœuvre. Donc la première sortie extravéhiculaire n'a pas été de tout repos, on va dire. Voilà, mais on a beaucoup appris de ça. Tu m'as envoyé du coup la photo. Je vais la prendre tout de suite. Hello Max, je te reconnais dans le chat. Est-ce que je peux... Voilà. Copier le lien. Est-ce que je peux... J'espère que j'ai pas pété tout le setup en récupérant l'image. Et je vais vous l'afficher. Alors attendez, là j'ai un petit souci. Désolé. Ça va venir. Voilà. Oui, enregistré. C'est bon, je vais m'en sortir. Je pensais vraiment l'avoir déjà téléchargé. Je suis vraiment désolé. Voilà, là voilà. Je vois qu'il y a Zygomatix qui demande des recommandations de lecture sur l'éthologie pour les néophytes. Alors je suis navrée, je ne lis quasiment qu'en anglais. Mais je vous les montrerai après, j'en ai deux sous la main. Le sujet, c'est l'émerveillement en sciences. On parle de philosophie des sciences, on parle d'épistémologie, on parle de la curiosité, de à quoi ça sert d'être curieux, etc. Et plus généralement, pourquoi l'humain a besoin des sciences, c'est le titre de la session. Voilà, donc là, du coup, je vous ai affiché du coup, le dessin dont parle Emma Hollen. Donc c'est Alexei Leonov qui a fait ce dessin. Il a capturé la Terre depuis l'espace pour nous montrer comme elle était belle, en couleur. À savoir que c'était dans les années 60, donc on avait des appareils photo, mais il n'y avait pas d'appareil photo numérique, il fallait développer et tout. Donc je trouve que c'est beaucoup plus touchant d'avoir cette vision crayonnée à la main. Enfin, les photos de la Terre sont somptueuses, mais le fait que quelqu'un ait posé ça sur le papier depuis l'espace, je trouve ça absolument incroyable. Effectivement, et c'est pas du tout le seul à avoir connu ce... Comment tu appelles ça? L'overview effect? L'overview effect, ouais. On a beaucoup d'astronautes qui nous ont parlé de ça. Est-ce que tu en connais d'autres qui ont beaucoup parlé de ce sujet-là? Alors, Michael Collins en a parlé. J'ai traduit une de ses citations il n'y a pas longtemps. Je vais peut-être essayer de vous la retrouver. Mais je crois que Thomas Pesquet en a parlé aussi. On va peut-être avoir une interview avec Claudie Nuret, en tout cas j'espère. Et j'ai posé la question aussi, parce que je me lasse pas d'entendre les gens parler de la beauté de notre Terre vue de l'espace. Je partage un peu de leur expérience à chaque fois que je les entends parler. Donc là, j'ai affiché Michael Collins, qui effectivement est décédé il y a quelques jours d'un cancer, je crois. Michael Collins, entre autres, il a été dans la mission Apollo 11, c'est celui qui était en orbite dans le module de service. Pendant que ses deux collègues, Armstrong et Buzz Aldrin, étaient sur la surface. Et donc, on n'y pense pas toujours au troisième homme dans les missions Apollo, mais sans lui, il n'y a pas de mission Apollo et il n'y a pas de retour sur Terre. Donc, très important. Et il disait concernant le vol lui-même, la chose dont je me souviens le mieux, c'est la vue de la planète Terre depuis une grande distance, minuscule, très brillante, bleu et blanc, brillante, belle, sereine, fragile. Vous n'en aurez pas toute la saveur en regardant cette photo. On est obligé de la traiter avec des émulsions qui sont assez brutes et ensuite projetées, donc elle ne brille pas comme dans la réalité. Elle ne luit pas comme une petite pierre précieuse comme elle le ferait si vous pouviez la voir sans filtre. Voilà. C'est un avant-goût de ce que c'est. J'imagine que... Est-ce que ce texte-là, il a écrit quand il a été sur une mission... je ne sais pas s'il a fait des missions Gemini ou des choses comme ça avant d'aller sur les missions Apollo, mais il y a quand même beaucoup de milliers de kilomètres de différence. Et tu dois avoir l'effet de je peux attraper la Lune la Terre entre mes deux doigts, qui doit aussi avoir un certain effet. La station spatiale, tu parlais de Thomas Pesquet, elle est à 400 km d'altitude, donc la Terre elle prend à peu près la moitié du champ de vision. Par contre, quand ils sont allés sur la Lune, je pense qu'ils doivent pouvoir masquer la Terre avec leurs doigts assez facilement. Est-ce que ça participe, selon toi, à un effet d'émerveillement en plus? Alors, je suis une grande fan d'horreur et je suis une grande fan d'horreur cosmique. Ouais. Et de ce que Lovecraft arrive à nous inspirer de terreur en nous faisant penser à notre place de petits humains minables dans l'univers. Et je pense que quand on est sur la Lune,
et qu'on arrive à masquer la Terre avec son pouce, on doit être saisi à la fois d'un sentiment d'émerveillement et de grandeur, puisque d'un coup, on peut masquer la planète sur laquelle on habite avec son pouce, quoi. Ouais. Et on se rend compte qu'on en est qu'à la micro-étape avant tout le reste qui défile derrière nous et devant nous et sur les côtés et sous nos pieds. Et je pense qu'on doit être saisi en même temps d'un sentiment d'être minuscule dans ces immenses espaces dont je crois Pascal parlait. Je pense que c'est une expérience qui rend humble, mais qu'on doit passer par une forme de peur, et c'est toute la saveur du mot "oh" en anglais, qui parle à la fois, donc on parle du lumineux, c'est-à-dire de ce qui inspire à la fois un émerveillement, une inspiration, une espèce de fascination profonde, et en même temps cette espèce de sentiment d'être minuscule face à quelque chose qui nous dépasse. Et j'imagine que si on est sur la Lune et qu'on fait ça, on doit aussi se dire en fait, je suis loin. Peut-être qu'il doit aussi y avoir ce sentiment de c'est vrai que le retour, c'est pas si facile que ça. C'est ça. Ouais. Puis je suis séparée du vide de l'espace par la fine couche de ma combinaison d'astronaute. Ouais. C'est l'astronaute Chris Hadfield de l'agence canadienne qui a été commandant de la Station spatiale internationale il y a quelques années, qui expliquait avoir été aveugle dans l'espace, enfin aveuglé par ses larmes. C'est-à-dire qu'il était par ses larmes ou par une fuite d'eau, je ne sais plus, dans sa combinaison en sortie extravéhiculaire. Et vous savez que l'eau, en apesanteur, elle flotte. Et si elle est devant vos yeux, vous voyez plus rien. Heureusement, on sort pas tout seul en sortie extravéhiculaire, mais il était dans le vide de l'espace, avec la Terre au-dessous de lui et la station, et il voyait plus rien. Et il avait fait toute une conférence sur la gestion de la peur à ce moment-là. Ouais. Il dit on résout un problème, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Mais il a dû aussi avoir son effet waouh un petit peu dans le mauvais sens. Je pense cette prise de conscience un peu compliquée. Une fuite de son circuit de refroidissement, oui c'est ça, merci Zénos. C'est toute l'importance des sciences justement de nous mettre face à ce vertige existentiel, de nous faire prendre conscience de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, de la richesse du monde auquel on appartient, de l'infinie complexité de notre corps, du fait que notre corps... Allez, je sors un autre livre. I Contain Multitudes de Ed Young, qui a été traduit, je crois, par Moi, Humain et 3 milliards d'amis, quelque chose comme ça. Mais si vous cherchez Ed Young, vous allez le trouver. Ça a été donc publié en français, et il parle des bactéries qui abîment notre corps et de l'influence qu'elles ont sur nos cycles hormonaux, sur nos humeurs, sur notre activité en fait. Et on se rend compte que notre corps ne nous appartient pas forcément. Et j'aime beaucoup l'humilité qu'apporte l'expérience de comprendre la science et l'expérience de prendre du recul sur qui l'on est dans ce monde-là. C'est vraiment très important, et l'un des gros sujets dont je voulais parler avec toi, c'est celui de la pollution lumineuse. Oui, sujet dont Elon Musk n'aura pas fini de nous faire parler manifestement, et de ce que ça implique d'éteindre les étoiles en fait. Effectivement. Est-ce que tu t'es toi aussi posé la question à ce propos, qu'est-ce qui se serait passé si la Terre avait été accrétée autour d'une étoile paumée dans une frange extérieure de la galaxie, avec rien autour ou quasiment rien, avec 3 pauvres galaxies à peine visibles? Est-ce que les humains auraient pu prendre la trajectoire qu'on a prise du point de vue des sciences sans avoir ce questionnement au-dessus de la tête, à part c'est tout noir? Bon. Je me suis posé la question, non pas par rapport au passé, enfin par rapport à un scénario hypothétique, mais par rapport à ce qui va arriver en fait. Alors, normalement, il n'y aura plus d'humains sur Terre à ce moment-là, mais comme vous le savez, l'expansion de l'univers s'accélère, et il y a une vitesse, alors je crois qu'on parle de vitesse d'échappement de la lumière. Il va arriver un moment où l'univers va s'étendre à une vitesse telle que la lumière n'aura plus le temps de nous rejoindre, puisque la vitesse à laquelle l'univers s'éloigne de nous sera plus rapide que la vitesse à laquelle la lumière voyage. L'espace, la matière de l'espace est la seule chose qui peut voyager plus vite que la vitesse de la lumière, donc il va arriver un moment où la Terre, si elle est encore là, ce dont je doute, elle devrait mourir avant. Voilà. Je pense que le Soleil nous aura lâché depuis bien longtemps, mais théoriquement, la Terre pourrait ne plus être entourée d'aucune lumière, si ce n'est éventuellement celle de son Soleil. Et je me dis, mais comment... Évidemment, la transmission de savoir ne peut pas se perpétuer sur des cycles aussi longs, et comment est-ce qu'on se perçoit dans un monde où on est juste un morceau de caillou et une loupiote à côté, et on ne voit rien d'autre autour. Et je suis ébahie, éblouie, infiniment reconnaissante qu'on ait des étoiles au-dessus de nos têtes,
pour nous rappeler que le monde est beau et pour nous rappeler que le monde est grand. Et il y en a qui seraient terrifiés, je pense, par cette expérience de se rendre compte qu'on est tout petit au sein du cosmos. Mais moi, je trouve ça profondément beau et je trouve que ça nous relâche d'une pression dans nos vies absolument formidable parce qu'on se dit, au pire, c'est pas grave, je suis qu'une poussière. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement les deux réactions qu'on a quand on fait des animations en observation en astronomie. C'est qu'on a des gens qui vont être effrayés et d'autres qui vont être soulagés par cette relativisation de leur place dans l'univers. On a vraiment les deux cas possibles. Il y en a qui vont avoir un espèce de vertige face à l'infini et au vide, et ça, ils se sentent très mal, et d'autres qui vont nous dire mais en fait je suis pas si important que ça, c'est pas grave du coup ce qui m'arrive. Voilà, et c'est vraiment, on a un peu les deux. Alors toi du coup, si j'ai bien compris, c'est plutôt le second cas. Voilà. Oui, je crois que ça l'a toujours été. Il y a quelque chose d'hyper rassurant de pouvoir se voir d'un point de vue extérieur et de se dire oh, petite chose, tu t'es fait un drame de pas grand chose, tu te rends compte que l'univers est immense et que ton petit problème là, c'est rien. L'idée, c'est pas évidemment de se dévaloriser, mais de se dire c'est pas grave. Et c'est pour ça que je voulais te proposer ce titre de Pourquoi l'humain a besoin des sciences, parce que évidemment on a besoin des sciences pour avancer en tant que société, mais je pense qu'on en a aussi besoin sous un angle philosophique, et la philosophie, c'est une matière qui est en train de mourir, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les étudiants en philosophie. Et pourtant, pouvoir relativiser par rapport à son existence, c'est quelque chose qui est crucial pour mener une vie heureuse, je pense, ou en tout cas saine et consciente. Voilà. Et j'en profite, on parle de pollution lumineuse, on parle de vision du ciel. Moi aussi, je peux te proposer un livre qui s'appelle, c'est un livre d'Isaac Asimov et de Robert Silverberg, qui s'appelle Le Retour des Ténèbres, et qui prend le pari exactement inverse de ce qu'on raconte là. Non pas une planète sans aucune étoile, mais une planète avec 7 soleils, et une planète sur laquelle il ne fait jamais nuit. Et ce sont des gens qui sont au contraire effrayés par l'apparition soudaine des étoiles quand il y a une éclipse, le jour où il n'y avait qu'un seul soleil dans le ciel. Et c'est très intéressant du point de vue psychologique. Je pense que ça pourrait t'intéresser et compléter pas mal le sujet dont on parle. Voilà. Je me le suis noté. J'irai mettre ça sur mon Goodreads après la fin de ce live. En attendant, j'ai affiché du coup ce qu'on peut observer dans certaines parties du ciel quand un train de satellite Starlink passe sur une longue pause. Donc là, vous voyez qu'on a des satellites Starlink qui sont passés devant un amas de galaxies, et donc la photo elle est foutue, hein, tout simplement. Voilà, donc je voulais afficher cette image parce que tu voulais parler de Starlink, donc je t'en prie, quel est selon toi le problème posé par Starlink? Et est-ce que c'est le seul problème d'ailleurs de pollution lumineuse? Est-ce qu'il y a pire? Est-ce qu'il y a moins pire? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? J'ai retweeté un thread sur le sujet que je vous invite à consulter parce qu'il est bien mieux documenté que tout ce que je pourrais vous dire à l'instant. Mais non, Starlink est un véritable problème aujourd'hui. On parle beaucoup du problème qu'il représente pour les astrophotographes et pour les astronomes, mais il faut se rendre compte qu'on est en train de dénaturer quelque chose de fondamental qui est l'immensité au-dessus de nous. Voir des étoiles bouger dans le ciel, c'est pas normal, ce sont des satellites. Alors, voir l'ISS, ça peut être quelque chose de formidable, mais quand on a une constellation de satellites qui passent, et ça m'a fait bizarre la première fois que c'est arrivé, de 7 satellites qui suivent au milieu du ciel, c'est vraiment troublant. Et alors, c'est mon point de vue, mais j'ai l'impression qu'on ternit quelque chose de vraiment pur. Alors, c'est peut-être un peu puriste comme vision des choses, mais je pense que notre relation aux étoiles, elle est cruciale pour garder une forme d'humilité, pour ne pas oublier d'où on vient, où on est, ne pas se perdre dans de basses considérations en pensant qu'on est le centre de l'univers. Et entre Starlink, les débris de satellites qui polluent le contour de la Terre, il faut aller voir ce que ça représente. La présence des satellites et des débris de satellites autour de la Terre, ça fourmille, c'est absolument phénoménal. Et on redoute aujourd'hui que ça nous bloque une partie des étoiles, et que ça nous bloque accessoirement l'accès à l'espace. Et c'est vrai que la pollution due aux débris spatiaux, le danger principal, c'est surtout en fait l'accès à l'espace et la sécurité des astronautes et du matériel qui risquent de faire encore d'autres débris. La différence de Starlink, c'est que c'est des satellites qui réfléchissent beaucoup la lumière du soleil
qui cela, bah, je voyais quelqu'un qui disait est-ce qu'on peut faire un algorithme pour supprimer les traînées. Le problème, c'est que c'est compliqué parce que y a plein de satellites différents qui ont plein de trajectoires différentes. À mon avis, ça doit être très difficile de savoir exactement quoi enlever. Et plus il va y en avoir, plus ce sera compliqué en fait. Donc, si on n'avait que 7, ça irait, mais il n'y en a pas que 7. Non, et enfin, faut comprendre, faut prioriser les choses et se rendre compte qu'on est en train de sacrifier notre compréhension du monde à un objectif commercial. Exactement, c'est Et ça ce qui soir, est compliqué. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'astronomes professionnels comme amateurs qui en parlent beaucoup. Vous tapez Starlink, astronomie, astronome professionnel, vous allez trouver tout un tas d'informations là-dessus, pourquoi ça pose problème pour notre compréhension du ciel, notre relation au ciel, comme tu dis Emma Hollen, mais aussi pour le travail des astrophysiciens, tout simplement. Je vais te remettre en grand. Voilà. Attends, que je te remette comme il faut. Voilà. Je vais te remettre en grand. Tout à l'heure, tu parlais d'astronautes qui masquaient la Terre avec leurs doigts. Il y a Carl Sagan aussi qui a un témoignage qui m'y fait penser, c'est son fameux petit point bleu. C'est lors des missions Voyager, il avait demandé à photographier la Terre. Alors, normalement, les sondes spatiales sont orientées selon un programme bien précis pour photographier dans un timing bien précis les planètes auprès desquelles elles passent. Et il a réussi à obtenir que la sonde se retourne vers la Terre. Et alors, je sais pas si je peux vous trouver la photographie. Je sais pas si tu la connais, Emma, cette photographie. Ah, si. Elle accompagne souvent d'ailleurs le poème Pale Blue Dot, hein. Enfin le texte. Est-ce que c'est celui-là? Je pense que c'est ça. Ouais, voilà. Enregistrer l'image. Voilà, je vais vous l'afficher. Hop. Où suis-je? Là. Voilà. Alors, ça va être difficile à voir sur l'écran. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Mais ici, là, il y a un petit point que l'on voit au travers de faibles anneaux de Saturne. Les anneaux de Saturne sont composés de différents anneaux. Et donc, c'est l'image qu'ils avaient obtenue. Et donc, il a écrit tout un poème dessus. Je sais pas si tu veux le lire. Tu veux que je le lise, Emma? C'est comme tu veux. Je peux le lire. Après, voilà, ça vaut pas la version anglaise, mais j'ai les yeux dessus, donc c'est comme tu veux. Bah vas-y, du coup, je te laisse le lire. Et vous allez voir que ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit, bien sûr. Et de ce que vous avez dit aussi dans le chat. Regardez encore ce petit point. C'est ici. C'est chez nous. C'est nous. Sur lui se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et les mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et les pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Ça fait relativiser, hein. Oui. Et donc tous les gens qui ont existé, les centaines de milliards d'humains, tous ceux qui existeront sont tous cantonnés, ou presque tous cantonnés sur ce petit point bleu. Voilà. Et donc c'est un overview effect qui est encore plus grand que ce qu'ont pu vivre les astronautes d'Apollo. Il y avait d'autres personnalités auxquelles on avait pensé pendant la préparation. On avait pensé également à Jill Tarter. J'imagine que tu as vu ce film qui s'appelle Contact. Oui. Alors je ne sais pas si je peux retrouver l'image, mais Jill Tarter, c'était la fondatrice, je crois, du programme SETI. Et donc là, c'est pareil, quand on comprend que potentiellement on peut entendre des civilisations très loin de nous, j'imagine que ça doit aussi... Il doit y avoir un moment où on se dit « Ah mais je suis en train d'écouter le bruit de fond de l'univers pour trouver un message dedans ». Il doit peut-être aussi y avoir un émerveillement qui peut entrer en jeu. D'ailleurs, dans le film, je crois que... Tu l'as vu, ce film, Emma? Contact. Oui. Et d'ailleurs, big up à Sébastien Carasso, parce que je sais que c'est un de ses films préférés. Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs moments dans le film où on sent cet effet d'émerveillement quand le premier message arrive, branle-bas de combat, etc. Ouais. Bah, d'ailleurs, ça avait été surnommé le signal waouh. Oui, on a effectivement trouvé un signal waouh, je peux vous le trouver. Hein. Alors je ne saurais pas le lire, mais c'est dans des données, on voit des données surlignées qui, paraît-il, ressembleraient à un signal artificiel. Je vais vous l'afficher tout de suite. Voilà. Hop. Pourquoi j'arrive pas à la voir? Ah, ça y est, il est là. Voilà, le signal wow. Voilà, c'est un peu abscon, mais apparemment c'était un signal important. Ça a été suffisamment peu abscon pour que la personne à côté se sente obligée de marquer waouh. C'est vraiment ce côté. Regardez ça, c'est incroyable. Quels sont pour toi les autres bénéfices de la science pour l'être humain, pour la civilisation humaine, que ce dont on a déjà parlé, à savoir l'émerveillement, la curiosité? Est-ce que tu vois d'autres bénéfices? Est-ce qu'on en connaît d'autres en philosophie des sciences auxquelles on ne pense pas forcément, nous, au commun des mortels? Est-ce qu'il y a des choses qui sans quoi l'humanité ne serait pas ce qu'elle serait si on n'avait pas eu cet attrait pour les sciences? Clairement, je pense que pour celles qui sont arrivées un peu plus tard, ce qu'on avait dit, c'est que le moteur de la pensée scientifique, c'est l'émerveillement, et l'émerveillement découle de notre besoin instinctuel de nous adapter à notre environnement pour survivre. Donc notre cerveau a créé un mode de récompense qui est l'émerveillement, qui correspond au moment où on ajuste notre compréhension du monde pour la mettre à jour. Et donc ça a donné lieu à la pensée scientifique, et heureusement, chimiquement, on est programmé pour avoir une pensée scientifique. On doit l'émerveillement aux sciences, on leur doit le progrès, on leur doit énormément de choses. Et je pense qu'on leur doit aussi une saine dose d'objectivité, parce que l'être humain, s'il a une chose qui est bien, c'est très, très subjectif. Et ça aussi, c'est programmé dans le cerveau. Voilà, ça c'est quelque chose qui est bien intégré. Et je pense que moi, je me sers des sciences des fois pour expliquer, non pas justifier, mais expliquer certains travers humains, comme le racisme, comme l'homophobie, comme plein de choses qui sont des tendances excluantes qui en fait sont explicables par les sciences. On est des animaux et on se rend compte que ces réflexes chez les animaux sont parfois des réflexes de survie, mais des réflexes qui n'ont pas forcément lieu d'être aujourd'hui. Donc la science nous permet aussi de comment dire, on a un terme en anglais, c'est own up to it. Et c'est, voilà, tu veux être plus qu'un animal, eh ben dans ce cas-là, fais l'effort de contemple-toi en tant qu'animal, regarde quels sont tes travers en tant qu'animal, et travaille dessus pour devenir plus que ça. Et ça, j'apprécie beaucoup on en est encore dans la philosophie, mais c'est un autre des apports de la science qui me semble très important, c'est cette capacité de se remettre en question soi, et pas juste remettre en question son existence dans le monde, mais soit la machine pensante. C'est-à-dire ne pas foncer tête baissée vers une solution, mais plutôt se poser, dire attends, ça je sais pas, je vais pas juger tout de suite, je vais réfléchir, je vais voir s'il n'y a pas des erreurs dans ma tête, ce genre de choses, tu veux dire? Quels sont mes travers? Je vais employer un exemple qui n'a presque rien à voir, mais que je trouve important. Je fais de la dépression depuis que je suis enfant, bonjour, enchantée. Et les sciences m'ont appris que, notamment ce livre d'Ed Jong que je citais tout à l'heure, m'ont rappelé que les hormones qui sont dans notre corps, on n'en est pas forcément responsable. Et fut un temps, quand j'avais de la dépression qui me tombait dessus, j'avais envie de trouver une explication. Ah bah c'est parce que je suis nulle, ah bah c'est parce que j'ai passé une mauvaise journée. Et aujourd'hui, parce que j'ai lu ce livre de science, je sais que des fois, il y a juste des choses qui se déclenchent, qui sont en dehors de mon pouvoir dans mon corps, et j'apprends à relativiser et à percevoir J'accepte de voir les rouages qui sont dans la machine que je suis. Je suis un sac de viande avec des rouages. Ça ne m'empêche pas de considérer que je suis une personne très profonde. Mais ça me permet de comprendre mes biais, de comprendre comment ça fonctionne, et de ne pas juste me dire « Ok, tout ce que je pense, il faut que je le prenne pour acquis. » Il y a des rouages qui sont innés biologiquement, et des rouages qui sont acquis socialement en plus. Et qu'est-ce que j'ai commencé ma phrase, j'avais la fin en tête, je ne l'ai plus. Non, je ne l'ai plus. Mais bref, c'est pour dire qu'effectivement, oui, les hormones, ça fait quelque chose dans le cerveau, mais ce qu'on a appris également, et ça peut faire dans les deux cas des blocages indépassables, mais c'est bien de le savoir, pour se dire, ah, là j'ai un blocage, il ne faut pas que j'aille par là. Enfin, c'est aussi important
de chercher ça. Je sais plus ce que je voulais dire exactement, mais voilà. C'est les choses qui arrivent. Ça doit être probablement un blocage aussi. C'est une discussion qu'on avait eue avec une des personnes dans le chat, que je ne nommerai pas parce qu'on ne sait jamais. Mais on avait parlé de la prédisposition chez les hommes de se mettre en colère subitement, d'avoir des coups de sang. Et cette personne culpabilisait beaucoup, et je lui dis, mais au bout d'un moment, tu peux pas contrôler tes niveaux de testostérone tous les jours. Par contre, tu peux en être conscient. Oui, c'est ça le plus important. D'agir avec la conscience de ça. Est-ce que une fois que tu sais que ça vient de ton corps, est-ce que tu trouves toujours des raisons de t'énerver? Ou est-ce que tu te rends compte que c'est un coup de sang et tu fais ce qu'il faut pour que ton corps se calme et tu laisses ton intellect en dehors de ça? Tout à fait. Ah voilà, ça me revient, c'est l'erreur fondamentale d'attribution, c'est de croire que ce qu'on réussit n'est dû qu'à nous et ce qu'on rate n'est dû qu'aux autres. Comme tu le dis si bien, eh bien, on n'est jamais le seul acteur dans ce qui se passe pour nous. Et c'est pas toujours 50-50 les responsabilités. Ça peut être notre environnement, ça peut être nos hormones, ça peut être nos actions, mais ça peut être aussi les chances qu'on a, les rapports sociaux qu'on a, etc. On est rarement le seul maître à bord. Et avec en plus, tu disais les bactéries dans notre corps qui font en plus, le microbiote humain qui fait en plus des choses dans notre corps. On est un sac de viande, mais très compliqué en termes de relations extérieures également. Mais on ne peut pas déprimer quand on possède un moteur Stirling. Alors, est-ce qu'il est assez grand? Est-ce qu'il est assez grand pour ne pas déprimer ton moteur Stirling? Peut-être qu'il t'en faut un plus grand. Mais les sciences m'aident à ne pas déprimer, c'est quand même formidable. Hein. Quand on nourrit l'émerveillement, tu vois, tu parlais de la boucle du circuit de la récompense. C'est une boucle que j'ai du mal à épuiser, l'émerveillement. C'est plus je m'émerveille sur le monde et plus je m'émerveille sur le monde. Et oui, mon moteur Stirling est assez grand pour me remonter le moral. On a Sinerta qui nous dit personnellement, une des choses qui m'aide énormément à sortir de dépression, c'est d'apprendre un maximum de choses, et notamment tout ce qui est l'astro, et je n'avais jamais fait le lien. Ça décentre. Ouais. Est-ce que Emma, tu as déjà eu cette réflexion par rapport à la peur de la mort? J'imagine que tout le monde l'a eu à un moment donné, ou là régulièrement. Est-ce que réfléchir à ce dont tu es constitué, les atomes, tout ça, les rouages, est-ce que ça t'aide à relativiser ce problème-là? Est-ce que ça aide à passer la peur un petit peu? Alors, je suis de ces personnes qui n'a pas peur de la mort. D'accord. Plus de celle des autres que de la mienne. Mais en fait, je trouve ça juste tellement fascinant qu'on soit en vie de base que je me dis on a de la chance. Plus tu réfléchis sur ton corps et du fait qu'il est constitué de 99% de vide et de liaisons électriques qui s'opposent et t'y penses et plus t'as envie de te concentrer là-dessus, et puis ce qui vient après, tu fais ce sera une aventure en soi, j'y penserai plus tard. C'est exactement ce que je veux dire, c'est que je vois que Sinerta dit que la science a été une des choses qui l'aide à sortir de la dépression, mais j'ai l'impression que quand on se plonge dans la compréhension de quelque chose, on oublie les problèmes existentiels pendant un temps, disons. C'est l'impression que ça me donne. Je sais pas si tu as cette impression-là aussi. L'émerveillement est un excellent remède contre la dépression, je pense. Parce que ça nous met dans une position où on ne peut que se réjouir face au monde. Et quelque chose que je trouve génial dans l'émerveillement, c'est que c'est une expérience de la joie qui est hyper intime, dans le sens où on la sent vraiment venir de nous. On ne peut pas l'attribuer à quelque chose d'extérieur. L'émerveillement, c'est quelque chose qui naît en nous, qui nous appartient, et qui du coup ne peut que nous toucher. On ne sourit pas en voyant quelqu'un heureux, on sent cette espèce de petite bulle de joie qui naît en nous parce qu'on apprend quelque chose, parce qu'on découvre quelque chose. Et donc en soi, c'est vraiment un très bon remède contre la dépression ou la peur de la mort. Après, ça marche pas à tous les coups. Hein. Et d'ailleurs, vous allez voir des gens qui sont émerveillés par quelque chose et d'autres pas, parce que l'émerveillement, comme tu dis, ça dépend de nous, mais ça dépend aussi de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a appris. Il faut être préparé à l'émerveillement, j'imagine. Ça peut pas apparaître comme ça, il faut que ça vienne sur une construction déjà en place, non? Je pense qu'il y a des prédispositions à l'émerveillement. Alors, est-ce qu'elles sont génétiques ou ataviques? C'est difficile à dire. Mais c'est un cercle vertueux. Plus on lutte contre sa peur de ne pas maîtriser les choses, plus on s'émerveille, moins on lutte contre sa peur, de ne pas maîtriser les choses. Tu veux dire que depuis que tu étudies les sciences et que tu étudies les biais, que tu étudies tes erreurs, etc., tu as de moins en moins peur de ne pas savoir? Je crois que j'ai toujours été quelqu'un d'émerveillé. Je crois que j'ai toujours été un peu dans la lune. Et très curieuse.
Mais oui, enfin, plus avant, j'arrivais avec beaucoup de certitude. Je suis pas tombée dans le chaudron des sciences toute petite, je suis tombée dans le chaudron de la curiosité toute petite. Et j'ai pu croire au paranormal et j'ai pu croire à des trucs spirituels qui sont un petit peu borderline dans ce qu'ils essaient de nous faire croire. Par exemple, la psychologie quantique et des choses comme ça. Oui. Donc les sciences m'ont pas forcément appris à m'émerveiller plus. Elles ont été un fuel plus que l'impulsion initiale. Par contre, elles m'ont appris à dire que je ne sais pas. Et ça c'est génial. Ça, c'est trop cool. Ça peut sauver des vies de dire qu'on ne sait pas. Parfois, il vaut mieux ne rien faire que faire un truc idiot. ça peut servir. Le lion, c'est le sentiment de savoir une réalité cachée de la nature qu'on découvre grâce aux sciences. Est-ce que ça t'a fait ça quand tu as fait tes études de psychologie? Est-ce que tu as eu un effet waouh pendant tes études, justement on en parlera après, mais tu as étudié la psychologie à la fac. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as commencé à comprendre comment ça marchait la psyché humaine par rapport à avant? Je pense qu'il y a beaucoup de gens, dont moi, qui vont en psycho parce qu'on a une connaissance intuitive de la chose et en même temps une envie de l'explorer. Des moments où j'en ai 45 par jour pour être tout à fait. Non, j'étais fascinée par le fonctionnement du cerveau. Voilà, plonger dans l'infiniment petit, dans les rouages, encore une fois, de cette machine que l'on est, c'est quelque chose qui est fascinant. Et est-ce que c'est une réalité cachée de la nature? Je sais pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on soupçonne et qu'on se donne plus ou moins de liberté d'aller explorer en fonction de est-ce qu'on est prêt à prendre du recul sur soi? Est-ce qu'on est prêt à se voir comme une chose plus complexe qu'on ne pense? Il y a un vertige qui va avec. Je vois que ça parle de syndrome de Stendhal. Avec blague entre parenthèses. Faut s'y exposer à ce vertige. Il est sain. La peur, n'importe qui vous le dira, c'est grâce à la peur qu'on est encore en vie comme espèce aujourd'hui. Si on n'avait pas peur des prédateurs, on n'aurait pas survécu. Donc la peur, elle nous apprend des choses. Le vertige nous apprend des choses. C'est quelque chose à embrasser. Il ne faut pas s'y perdre. Mais il faut s'y plonger. L'esprit critique, c'est un équilibre entre trop douter et pas assez douter, en quelque sorte. Oui, c'est une saine mesure. C'est la modération, c'est la nuance. C'est ça. Je pense qu'on n'a pas fait le tour du sujet parce que je pense qu'il est infini, mais je pense qu'on l'a pas mal défriché. Je te propose de parler maintenant un petit peu de ton activité de vulgarisation. Qu'est-ce que tu fais pour transmettre cet entrain, ces émotions, ce savoir, cette façon d'apprendre aux gens en dehors de ton métier de journaliste? Tu travailles chez Futura Science actuellement. Oui. Tu m'as dit que tu faisais des podcasts également. Est-ce que tu veux nous parler de tout ça? Écoute, j'ai vu la question de quelqu'un qui me demandait si je combattais les journalistes qui faisaient de la désinformation. Ma réponse va définir ma philosophie. J'aime pas trop combattre. Et j'aime mieux... C'était Sœur Teresa, je crois, qui disait arrêtez de m'inviter à des manifestations contre la guerre, invitez-moi à des manifestations pour la paix. Ma philosophie de journaliste, c'est plus de promouvoir l'information et le fait de s'informer de manière éclairée que de lutter contre les personnes qui diffusent de la désinformation, déjà parce que j'ai appris que ça leur donne une scène et que c'est beaucoup plus positif d'apporter du pour que d'amener du contre et de lutter contre les idées des gens. Donc l'émerveillement est un très bon vecteur pour ça, justement, parce qu'au lieu d'aller vers les gens avec de la colère ou de la frustration parce qu'on a vu quelque chose qui ne nous plaît pas, on va vers les gens en disant « je vais vous parler d'un truc formidable, pendant un quart d'heure vous allez voir, vous allez être aussi emballés que moi à la fin ». Donc c'est ce que je fais dans mes articles, dans mes podcasts. On a un podcast qui s'appelle Chasseurs de sciences qui a été initié avant mon arrivée et qui a été la raison de mon arrivée chez Futura, puisque j'ai repris la main dessus, où on prend le parti de l'immersion pour plonger les gens dans le contexte de la découverte, justement, et leur faire partager un petit peu de cette émotion qu'il y a à découvrir et à explorer le monde. J'ai une autre chronique qui s'appelle Le cabinet de curiosité, où je parle toutes les 2 semaines, sauf cette semaine, parce que j'ai complètement oublié de faire ma chronique, désolé Xavier, d'objets de science
fascinant, et on part voilà, dans le terrier du lapin ensemble. Le dernier était sur le bec de calmar, parce que oui, le calmar, j'ai vu passer bec, ça, pour ceux qui ne effectivement. le sauraient pas. Ouais. Donc voilà, je disais encore il n'y a pas longtemps à mon cher et tendre, je suis un bisounours qui s'assume. Je n'ai pas le sentiment de vivre dans un monde de bisounours. Je sais pertinemment que c'est un choix. Mais c'est un choix que j'assume, d'être émerveillée et d'aller au contact des autres pour partager cette curiosité et cet émerveillement, parce que, encore une fois, je pense qu'on n'avance pas avec des émotions négatives, on ne fait que se tenir en arrière. Il faut de la force, et la force, on la trouve dans le positif. Voilà, j'ai partagé du coup le lien vers ton Twitter qui était demandé dans le chat, et le lien vers ton fameux article sur le bec de calamar, et c'est vrai que on dirait un bec d'oiseau. Vraiment. Oui, c'est rigolo. Voilà, donc vous pourrez trouver tout ça sur... Tu parlais d'un... c'est quoi tu as parlé de ton compte Twitter, et tu as parlé d'un autre projet. Oui. C'était quoi? J'ai pas bien entendu. Le site Wanderings. Oui, il y avait ça, mais il y avait autre chose. Tu t'es excusé auprès de ton collègue. Ah oui, non, la chronique du cabinet de curiosité. Oui, là, c'est ça. Voilà. Est-ce que je peux trouver ça? Où est-ce que ça se trouve? Alors, attends, tu sais quoi, je vais t'envoyer le lien, parce que j'ai créé un cabinet de curiosité virtuel où les gens peuvent cliquer pour accéder aux différents éléments du cabinet. Hop là, je t'envoie ça sur le Discord. Pouf. Alors, 2 petites secondes. Voilà. Que je vous trouve ça. Il commence à faire sombre. Est-ce que tu veux que j'allume ma lumière? Non, tout va bien. Tout va très bien. Il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai dû t'éteindre le temps de faire la manip pour que ça ne casse pas le setup. Nous y voilà. Voilà. Et je vous mets dans le chat le lien du cabinet des curiosités. Voilà. Donc tu as effectivement un site Wanderings dont tu me parlais tout à l'heure, puis tu as 3 articles, tu me disais dessus actuellement, donc c'est des articles de quoi tu parles sur ce site? Alors c'est un bien piteux décompte, puisque j'ai lancé le site en 2019. L'idée c'était, alors vous connaissez peut-être le terme Wanderings en anglais, qui est les vagabondages, et là c'est Wanderings, donc les questionnements, les émerveillements, d'où les crochets autour du haut. Et l'idée, c'est de parler justement de ces sujets. Si vous connaissez la chaîne Vsauce, vous connaissez un petit peu cet esprit en escalier où on va, ou en tiroir plutôt, où on va partir d'un sujet, puis d'un coup on va ouvrir plein d'autres tiroirs, et au fait, vous savez ça, et vous savez ça, et vous savez ça. Donc j'y parle de 3 sujets pour l'instant. J'analyse une image de Rafflesia arnoldi, qui est la plus grosse fleur au monde. Et les 2 autres gros sujets sur lesquels je me suis perdue pendant un mois pour chacun, c'est pourquoi les vieux livres sont bons, qui est un thème qui m'est cher, puisque j'adore les vieux livres. J'en ai toute une collection. Et je parlais aussi de Fanny Burney, qui est une femme qui a vécu entre le 18e et le 19e siècle, et qui s'est fait opérer d'une tumeur du sein sans anesthésie, et qui parle de cette expérience-là dans une correspondance à sa sœur. Voilà, donc c'était l'occasion de parler de la naissance de l'anesthésie, qui a été découverte par, alors c'est un peu compliqué, mais en gros par Humphrey Davy, et ensuite par un dentiste qui a vu quelqu'un se cogner les genoux sous l'influence du gaz hilarant. Il a fait, c'est bizarre, cette personne n'a pas l'air d'avoir très mal, je vais essayer ça sur un arrachage de dents demain, et puis il a fait, diantre, ça fonctionne. Voilà. C'était son moment d'émerveillement. C'était son moment d'émerveillement. Tu me dis que tu as fait aussi un petit peu de vidéos, que tu fais aussi des interviews. Exact. Est-ce qu'on peut voir ça quelque part? C'est dans le cadre de mon travail. Oui, c'est un petit peu dispersé partout, mais allez sur Futura, c'est vraiment une chouette équipe. Je dis pas ça parce que je suis corpo, je suis tout sauf corpo, mais j'ai travaillé pour beaucoup d'entreprises, et chez Futura, je retrouve vraiment un super esprit d'équipe, et surtout un respect pour l'intégrité du journaliste. Ou de la journaliste, c'est-à-dire qu'on ne nous force pas à faire les sujets qu'on ne veut pas, on ne nous force pas à soutenir des causes qu'on ne veut pas, et on nous laisse libre champ d'explorer pas mal de sujets, et de le faire avec le niveau de qualité qui nous semble juste, et on ne nous demande pas juste de bâtonner des articles à longueur de journée. Et enfin, tu me disais que tu travaillais aussi sur de la vulgarisation du coup sur les réseaux sociaux. Tout ce que tu nous dis là, ça apparaît aussi, j'imagine, sur ton compte Twitter que j'ai partagé tout à l'heure.
Est-ce que tu ne fais que transmettre ce que tu fais par ailleurs, ou est-ce que tu te sers vraiment des réseaux sociaux pour transmettre, pour parler avec les gens, pour leur apprendre des choses? Ça a été en fait mon premier canal pour le faire. Mhm. On parlera un petit peu de mon parcours professionnel si on a encore le temps tout à Bien l'heure. sûr. Mais voilà, moi j'ai découvert le compte de Pierre, d'AstroPierre, quand je travaillais à la Maison de l'Astronomie. Et je me suis dit, mais Twitter, c'est formidable comme réseau. Et donc j'ai d'abord commencé à réagir à ce que disait Pierre, puis à tweeter au nom de la Maison de l'Astronomie, et puis au final à créer mon compte. Et c'est ça qui m'a motivée à devenir journaliste scientifique. Mais j'ai gardé le compte Twitter parce qu'il y a un côté euh, comment dire, brut de décoffrage, où je peux débarquer sur Twitter et dire « Regardez, j'ai découvert ça, c'est génial !» Et voir les gens réagir et s'émerveiller avec moi. Et ça, c'est une source de joie sans fin, parce que j'ai un compte qui est hyper sain, avec des gens qui sont tous curieux et qui viennent tous poser des questions. Et ouais, ça, c'est plutôt chouette de découvrir une communauté de gens comme ça qui ont envie de s'émerveiller ensemble. Eh bien, c'est très très chouette. Donc, je vous ai remis le lien vers son compte Twitter, qui effectivement, pour l'instant, enfin aujourd'hui, parle de calamar. Voilà, mais elle parle de plein d'autres choses. Sur ton site Wandering, tu parles également de sujets très variés. Ça montre à quel point tu es curieuse de tout, en fait, tout simplement. On te demande le podcast, comment il s'appelle? Alors, il y en a plusieurs. Ce que je recommande aux gens, c'est d'aller... Alors, je vais t'envoyer le lien à nouveau sur un Linktree que j'ai créé pour retrouver les liens vers tous nos podcasts. J'ai mes petits préférés, je vais les dire. Donc j'ai Fil de Science, qui est un podcast d'actualité, mais mes deux préférés, c'est Chasseurs de Sciences, qui est donc une immersion dans l'histoire des sciences. C'est moi un sujet qui me tient bien à cœur. Où on suit des scientifiques ou des personnes qui font l'objet d'études scientifiques. Le dernier que j'ai fait, c'est un podcast sur le capitaine Bellamy, le prince des pirates, et la façon dont un archéologue a retrouvé son trésor. Et l'autre podcast, c'est Bête de Science, qui est un podcast que je monte et que je mets en bruitage, mais qui est enregistré par Marie de la Boîte à Curiosité et qui est mis en texte par Nathalie Mayer, qui est l'une de nos journalistes. Et Marie qui a été à ta place il y a quelques temps, d'ailleurs. On avait parlé des petites bébêtes, qui je crois qu'on avait parlé du tardigrade notamment. C'était il y a un bon moment. On avait reçu aussi Pierre Kerner qui nous avait parlé des parasites, des parasites spatiaux, des films de science-fiction. Incontournable, Pierre Kerner. Voilà. Si tu veux bien, je pense qu'on peut parler maintenant de ton parcours. Ton parcours pour devenir... Comment est-ce qu'on devient Emma Hollen, avec tout ce que ça comporte? C'est toujours la question que je pose à l'intervenant, l'intervenante. J'aime bien cette formulation. Comment on peut devenir Emma Hollen? Bon courage, faut commencer, faut se lever tôt. Je disais à Camille que j'ai un parcours qui est très long, donc je vais essayer de vous faire la version condensée, mais j'aimerais quand même vous le donner dans son détail, parce que c'est important de vous montrer que il n'y a pas de parcours parfait, et qu'on a le droit de se tromper, et qu'on a le droit de pas savoir ce qu'on veut faire jusqu'à très tard. Ma vocation, je l'ai découverte à 27 ans, et j'ai eu la certitude que c'était ma vocation à 28 ans. Donc c'est pas si tard que ça, mais c'est quand même plus tard que la moyenne. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bac L. Je vous préviens tout de suite, j'ai pas de background scientifique dur. J'ai fait un bac L, j'ai fait une première année de licence d'anglais qui a été interrompue par les manifs LRU, pour ceux qui l'ont vécu. Ensuite, j'ai passé une licence de psycho, je suis entrée en master de neuropsycho. J'y ai pas trouvé le niveau de défi que je voulais, et j'ai eu des entretiens de stage assez décevants, donc j'ai décidé de partir et de travailler. J'ai travaillé comme vendeuse de savon, comme boulangère, j'ai travaillé au musée du Quai Branly, où je me suis régalée. Et là, je me suis rendu compte que le musée du Quai Branly, il y avait un truc qui me titillait, je me disais, ce côté diffusion de la culture, ça me plaît. Je vais aller du côté de l'édition. Les livres, c'est ma vie. Oui, j'ai vu ton commentaire, Max. Good luck. Donc, les livres, c'est un excellent véhicule de culture, d'imagination et d'émerveillement. Donc, je suis allée vers là-bas. Le souci, c'est que quand j'ai eu fini ma licence, il n'y avait pas grand monde qui recrutait. C'était vraiment une période de creux. Donc, j'ai pris des petits boulots par-ci, par-là. Et en janvier 2015, j'étais, comment on dit, réceptionniste au siège d'une banque. Malheureuse comme les pierres, je venais de rompre avec mon copain dont j'étais folle amoureuse, et je me suis dit, ok, il est temps que je me ressaisisse, je me donne un mois pour être triste, parce que j'avais le cœur brisé en mille morceaux, et dans un mois, je me trouve le job de mes rêves.
Et au bout d'un mois, j'ai tenu ma promesse, j'ai commencé à faire une liste de tous les boulots que je voulais faire. Hyper méthodique, hyper organisée, plus que je ne l'ai jamais été dans ma vie. Sauf que c'est pas de là qu'est venu le déclic, c'est d'un petit souvenir que j'ai eu d'une personne avec qui j'avais parlé pendant 5 minutes, 9 mois avant dans un bar, parce qu'il avait un sticker NASA sur son ordinateur. J'ai tendance à aborder les inconnus. Je mords pas, mais ça peut surprendre. Et je lui dis, pourquoi t'as un sticker NASA sur ton ordinateur? Puis on a parlé, et il m'a dit qu'il travaillait dans l'astronomie et qu'il voyageait. Donc j'ai envoyé un message à cette personne que j'avais en contact sur Facebook, mais à qui j'avais pas écrit depuis. Et je lui ai dit, je cherche du boulot en ce moment, je me souviens que tu fais ça. Si jamais tu cherches quelqu'un, ça m'intéresse. Et il m'a répondu dans la demi-heure, attends, j'en parle à l'équipe et je reviens vers toi. Et là, j'ai eu un moment de, comment ça? Et en 2 temps 3 mouvements, je suis devenue responsable réseaux sociaux et communication pour l'Open Space Agency, qui est une start-up de projets open source liés à l'astro, qui est basée à Londres, et qui m'a proposé de partir en Afrique du Sud pour construire un télescope imprimable en 3D. Ça a été le grand moment wow de ma vie, le grand déclic qui a changé ma vie. Je suis partie réaliser ce projet, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait 3 choses capitales dans ma vie. Apprendre des trucs, voyager et enseigner des trucs. Donc ce que vous voyez là, c'est Hypatia, qui est un télescope avec lequel j'ai entrepris une relation fusionnelle. Je suis tombée amoureuse de ce télescope, probablement parce que j'étais en train de compenser pour la rupture qui m'avait brisé le cœur, mais je trouve ce télescope magnifique encore aujourd'hui. Ça a été une relation, ouais, c'était l'objet qui me connectait aux étoiles, c'était l'objet qui me connectait aux autres, c'était un moteur d'apprentissage et de dépassement de soi qui a changé ma vie. Et quand la mission s'est terminée, je me suis dit, ok, je pense que j'ai trouvé ma voie, je veux partager des choses avec les autres, je veux enseigner, je veux trouver un moyen de véhiculer des choses aux autres. Donc je suis allée dans cette école à Kayelisha, qui est l'un des bidonvilles d'Afrique du Sud, pour enseigner aux étudiants. Là, on leur avait donné l'opportunité de partager avec notre CEO leurs idées vis-à-vis du télescope. Ils étaient réjouis. Donc voilà, juste partager cette expérience-là avec ces jeunes, ça m'a donné envie de continuer de faire ça avec des jeunes et des moins jeunes. Et quand la mission s'est terminée, je suis partie enseigner l'anglais en Malaisie, dans la jungle, pendant 3 mois. Quand ça s'est terminé, j'ai postulé à la Maison de l'Astronomie. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas juste vendre des télescopes qui me faisaient envie, mais vraiment communiquer avec des curieux. Et comme j'étais pas très bien dans mon poste à la Maison de l'Astronomie, j'ai postulé un peu en panique pour quelque chose qui s'appelle Geek Me More, qui est un site de rencontre pour geeks, où j'ai été responsable marketing pendant 1 an et demi, quand je vous dis qu'il n'y a pas de parcours parfait, et où j'espérais y trouver justement une communauté de gens curieux, puisqu'on sait que les geeks sont des gens qui assument leur curiosité. J'y ai trouvé mon compte pendant un certain temps, et au final, c'est voilà, cette communication sur Twitter, le fait de partager ma curiosité avec les gens, qui m'a fait dire, ok, il faut absolument que je teste le journalisme scientifique, je pense que ça va être mon truc. Et je suis entrée chez Maxi Science, et là j'ai fait, je tiens le truc qu'il me faut. Voilà. Donc ça s'est passé à 27 ans, tu dis. Voilà. En 2018, janvier 2018, j'ai commencé mon job chez Maxi Science, dans des conditions qui n'étaient pas idéales. Il faut se rendre compte que le milieu du média est extrêmement compétitif, tenu par des impératifs de rentabilité qui sont assez compliqués, et d'autant plus compliqués aujourd'hui qu'on utilise des adblocks. Les youtubeurs en parlent aussi bien que nous. Et malheureusement, là, on était dans un modèle où il fallait rentabiliser à tout prix, et où j'ai pas forcément trouvé mon compte, mais j'étais avec une responsable éditoriale et un monteur qui étaient absolument formidables. Et heureusement, je suis tombée sur cette super équipe, et c'est ça qui m'a donné envie de poursuivre plus loin. Et aujourd'hui, je vis mon rêve et je m'éclate. Eh bien, c'était bien complet tout ça. Effectivement, il y a quelqu'un qui disait que Whitney, Space Explorer Whitney, que tu connais peut-être, a effectivement fait aussi un bac L et une licence d'anglais. Donc c'est vrai que vos parcours elle est plus jeune que toi, mais vos parcours se ressemblent. C'est intéressant d'avoir des parcours un peu chaotiques comme ça aussi. C'est pour ça qu'on pose la question, c'est que pour faire un travail lié à l'astronomie, de près ou de loin, on n'est pas obligé de faire une thèse sur le parcours classique. On peut y venir par des moyens détournés. Il y a beaucoup de façons de raccrocher les wagons, en fait. Et j'avoue que ton parcours, il y avait beaucoup de wagons à raccrocher, et tu as réussi à trouver ton wagon à la fin, et c'est plutôt bien. Et du coup, tu as appris plein de choses, en final.
C'est exactement ça, j'allais dire. Il y a pas eu d'erreur en fait dans ce parcours. Il y a eu des redirections, mais chaque élément m'a appris quelque chose et probablement des choses sans lesquelles je serais pas là aujourd'hui. Donc vraiment, ôtez-vous cette notion d'erreur de la tête. Il n'y a pas d'erreur qui ne se répare déjà. Et la plupart des obstacles sont juste des leçons en devenir. Donc vivez votre parcours, testez des trucs. Il y a beaucoup plus d'outils qu'on ne le pense à disposition, des outils gouvernementaux, des aides associatives, beaucoup de choses pour nous aider à rebondir, pour nous reconvertir. Donc exploitez ça à fond. Vous en avez tous les droits et c'est comme ça que vous allez vous garantir une vie riche et accomplie en testant des trucs. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent pour ça. Au final, les jobs auxquels je suis arrivée sans études et simplement avec de la curiosité. Ce qu'il faut, c'est un accès Internet. Et c'est pour ça que je milite pour l'accès Internet à tous, ce qui n'est pas un acquis chez tout le monde. C'est juste la possibilité d'avoir accès à des ressources. La bibliothèque est déjà un très bon début d'ailleurs. On a le lion qui nous demande tu étais quand même curieuse plus jeune ou c'est vraiment le déclic en Afrique du Sud? Bon, tu as déjà, déjà répondu à cette question, je crois. Le déclic, c'était la cerise sur le gâteau, en fait, finalement. Ça a été la chose qui m'a donné ou redonné confiance en moi et en ma capacité à apporter quelque chose. J'ai jamais été quelqu'un qui a eu grande confiance en moi, mais d'un coup, je me suis dit, non, mais en fait, je suis face à quelque chose qui me dépasse. Je suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler de science. Donc, l'idée, c'est pas de me mettre sur le devant de la scène. C'est d'inviter les gens à l'émerveillement. Et ouais, c'était ça le déclic, je pense. Je vais allumer parce que je vois que je suis toute pixelisée. Pas de soucis. J'ai augmenté un peu la luminosité, mais c'est vrai que ça commence à être un petit peu bas. Je sais pas si ça va changer grand-chose. Je ne suis pas une grande éclaireuse. Hop. Non, c'est un petit peu mieux. Mais j'avais déjà augmenté un peu discrètement la luminosité. On va changer de décor. Ah bah là, c'est bien, on voit beaucoup plus clair, effectivement. On va se mettre avec Maggie. Et on a quelqu'un qui te demande, alors c'est une question, du coup je vais essayer de la détourner un petit peu. Le lion qui demande est-ce que tu as regardé C'est pas sorcier? Et du coup, une question corollaire, est-ce que tu utilises comme ça ce que tu apprends des autres vulgarisateurs et vulgarisatrices pour ton propre travail? Oui, tout à fait. C'est un petit peu comme l'art, hein. Ça ne vient jamais de nulle part. Mon but ultime, c'est d'aller chercher de moi-même dans les archives des trucs et de tomber sur des histoires intéressantes par sérendipité. Mais tout l'honneur va aux personnes qui font ça. Pour l'instant, ce n'est pas mon cas. J'ai regardé C'est pas sorcier. Mais mes plus grandes sources d'émerveillement sont vraiment venues des livres. Voilà, on voit bien qu'il y en a beaucoup, que vous voyez, mais mes livres sont mes amis. Je l'assume. Et j'en apprends beaucoup. Et voilà, il y a toute une section, alors qui n'est pas si énorme que ça, mais de livres scientifiques, qui sont ma plus grande source de plaisir. Donc là, mon dernier podcast sur les pirates, par exemple, m'a été inspiré. Je vais ranger tous mes livres après. Par Black Flags, Blue Waters de Eric J. Dolin, qui parle de la véritable vie des pirates. Et lui, c'est quelqu'un qui va chercher dans les archives. Mais c'est vrai que dans l'histoire, il y a plein de choses qu'on croit et qui ne sont pas vraies. Sur le Moyen-Âge, notamment, effectivement, sur les pirates, j'ai appris récemment qu'il y avait des debunks qui étaient sortis de pas mal de croyances. Je ne sais plus ce que c'était exactement ce que j'avais vu, mais j'avais vu qu'il y avait des gens qui avaient travaillé là-dessus récemment. Enfin, en tout cas, c'était sorti récemment. On a des gens qui te complimentent. On a Mr. Robot qui te dit tu éclaires déjà par tes paroles, c'est déjà pas mal. C'est parfait. Encelade Bis nous dit le premier frein, c'est souvent l'autocensure. Faut oser même quand on ne voit pas forcément l'issue. Il faut tenter. Comme on disait tout à l'heure, tout ne dépend pas que de nous, malheureusement. Mais on peut quand même essayer d'avancer en ayant en tête que tout ne dépend pas que de nous. Mais c'est vrai que si on fait rien, on n'a rien. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai eu beaucoup peur du jugement des autres, du jugement de mes parents, du jugement de mes amis, parce que j'en étais arrivée à un stade, à un moment où mes amis me disaient « toi, t'es comme ça », et j'avais peur de changer le schéma, et je me suis dit « je vais quand même y aller », et en fait, plus on le fait, moins on en a peur, et moins les gens nous jugent, parce qu'ils se rendent compte de tout ce que ça nous apporte, et puis au final, si on s'entoure bien, normalement, les gens sont contents pour nous. Donc ouais, il faut pas s'auto-censurer, la vie est courte. Vous mettez pas des freins, il y en a assez comme ça dans la vie. Oui, c'est une pie, c'est Maggie. C'est Maggie la pie. Oh, Magpie, du coup, c'est pour ça. Oui. En anglais, pie, c'est Magpie. Et en référence à Maggie Smith, qui est un peu mon actrice totem. D'accord. Sauf peut-être dans Secret de famille.
Ah non, mais Où c'est elle je pensais enterre des plutôt gens Harry dans le Potter. jardin. Bon, je vais pas spoiler le film, mais c'est vrai que Maggie Smith, c'est une grande actrice. Je Ouais. regarde un petit peu ce qui a été dit dans le chat pendant qu'on parlait. Euh, alors, les gens ont bien aimé ton épisode vendeuse de savon. Voilà. Bon, après, il y a une question qui peut être pas forcément bien amenée, mais Fort Mazer demande si tu arrives à gagner ta vie en fait avec ton travail actuel, puisque tu l'as construit en fait par petits morceaux, d'après ce que j'ai Mhm. compris. Est-ce que tu est-ce qu'on s'en sort est-ce que en devenant Emma Holland, on s'en sort financièrement? C'est ça la question. Est-ce que Oui, c'est un bon plan de devenir Emma Holland? c'est un bon plan. Moi, j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur que ce soit vraiment difficile. Après, soyons très clairs, je suis une femme, je suis blanche, je suis issue d'un milieu sans être aisé, un milieu où j'ai jamais eu à trop me poser de questions sur où Mhm, j'allais dormir la nuit. mhm, Donc, il faut pas que je nie ces facilités. Par mhm, contre, j'ai pas suivi le parcours le plus simple puisque mhm, j'ai beaucoup galéré avec mes études, non pas à les accomplir, mais juste à trouver une voie. Donc, je suis beaucoup repartie de zéro sur des petits jobs. Et je suis remontée comme ça petit à petit en essayant de me reposer le moins possible sur mes acquis et sur mes, comment dire, sur mes facilités familiales et sociales. Et oui, on s'en sort. C'est un mélange d'acquérir en compétences, de prendre confiance en ses compétences et de savoir les revendiquer. Le Moi, à fameux mon effet de dernier entretien l'imposteur, d'embauche, on m'a... Pardon? le fameux syndrome de l'imposteur. Il est violent celui-là, hein. Ouais, C'est une saleté, hein. je pense que beaucoup de gens le connaissent. On en parle souvent, mais c'est vrai que Ouais. j'imagine que tu as dû lutter contre ça dans ton parcours, vu tout ce que tu as fait. Ça va mieux? Ça va mieux. Ça va mieux. On en arrive, en fait, c'est le fait d'asseoir mes valeurs qui m'a aidé à lutter contre. C'est-à-dire que quand on a la conviction de ces valeurs, d'être bienveillant, d'enseigner des choses aux gens, de ne pas attaquer les autres, à force de les défendre, on finit par dire non, ça c'est au moins un truc sur lequel je bougerai pas, ça je pense que c'est Mhm. important. Puis petit à petit, on acquiert des compétences qui sont liées à ces valeurs, donc on les appuie aussi. Et à mon dernier entretien d'embauche, on m'a dit mais en fait, pourquoi je devrais vous embaucher? J'ai dit mais c'est à moi de vous demander pourquoi est-ce que je devrais être chez vous. Et c'est un coup de bluff, mais ça a marché. Et vous savez pourquoi? Parce que un embaucheur, il a besoin de vous. Et, et ayez confiance en vos compétences. Pas trop, mais quand vous êtes sûr que vous faites un bon travail, dites-le. C'est important pour vous, pour votre estime de vous. Et c'est important pour la personne en face qui n'est pas forcément au courant et que bah, c'est bien de les tenir au courant. Oui, je fais du très bon travail là-dessus. Là-dessus, je suis prêt à apprendre. Là-dessus, par contre, je me sens pas en sécurité. Et donc oui, aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Je gagne pas des milliers des cents, mais je gagne assez pour pouvoir louer une maison avec ma moitié, qui gagne aussi bien sa vie. Voilà, pour vous donner tout le contexte. Mhm. Et pour pouvoir m'acheter des livres à foison. Après, je suis pas exactement une personne dépensière, vu que j'achète tous mes aliments au marché et que je couds mes propres vêtements. Eh bien c'est un beau parcours. Concernant le syndrome de l'imposteur, s'il y a des gens qui font des sciences dans le chat, peut-être que vous pouvez avoir l'impression que vous n'en savez pas assez pour faire certains travaux, etc. Je pense que, effectivement, tu disais c'est les valeurs qui comptent. J'ajouterais que c'est comment dire. Ce qui compte, c'est peut-être pour aider contre le syndrome de l'imposteur, c'est de se dire j'ai appris à apprendre et je peux retrouver plutôt que se dire je sais ça, 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 ça et ça. Parce que si vous commencez comme ça, effectivement, bah, vous êtes mangé tout cru par le syndrome de l'imposteur. Il vaut mieux se dire je suis Exactement. capable d'apprendre parce que j'ai appris à apprendre. Euh, et je pense effectivement dans un entretien d'embauche, c'est ça qu'il faut montrer plus que je sais ça, ça, ça et ça. Je sais pas Et ce que puis t'en ça, penses. non, je suis d'accord avec toi. Il y a pas mal d'étapes. On va pas formaliser ça parce que j'ai un peu du mal avec le développement personnel. Je trouve que c'est théoriser sur des choses qui sont assez subjectives, mais Mhm, apprendre à dire je ne sais pas en public. Donc ça, c'est assez important. Ensuite, apprendre à dire je ne sais pas, mais ça, je peux apprendre. Et mhm, ensuite, savoir dire ça, je sais faire et je pense que je le fais bien. mhm. Ça veut pas dire que vous êtes prétentieux ou prétentieuse. Ça veut juste dire je me suis tâtée et moi, je trouve que je fais ça bien. N'hésitez pas à me dire si c'est pas le cas. Être ouvert à la critique, mais voilà, savoir reconnaître ses valeurs, c'est important. On a Yanis Vinéo qui nous parle d'un méta-syndrome de l'imposteur en disant j'ai atteint le point où je doute de mériter d'avoir le syndrome de l'imposteur. C'est grave.
Je suis pas sûr de bien comprendre la question, c'est un peu tarabiscoté, mais... Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de me dire, oui, mais le syndrome de l'imposteur, c'est pour les gens bien. Moi, c'est moins que ça. Je pense que c'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est juste que je suis nulle. Non, je pense, Yannis Vidéo, que tu mérites le syndrome de l'imposteur avec le travail que tu fais, les ours polaires, les Ouais. petits renards polaires, tout ça. Il travaille dans l'Arctique. Il est déjà venu à ta place, d'ailleurs, Yannis Vidéo. Comme ceux à gagner beaucoup en te gagnant, genre. Oui. Ah, dommage, tu voulais pas te pencher trop là-dessus, mais il y a Dispalik qui te dit vous pourriez définir succinctement le syndrome de l'imposteur SVP. Est-ce que tu veux faire? tu veux qu'on en parle en 2-3 mots, peut-être pour sans forcément, Oui. On va dire, cette personne demande succinctement, alors peut-être qu'on peut s'en sortir comme ça. En fait, tout est dans le titre, hein. Le syndrome de l'imposteur, c'est l'impression qu'on a au fond de soi d'être un imposteur à son poste, de ne pas mériter les compliments qu'on nous fait ou le poste que l'on a, de se dire non mais je mérite pas ça, en fait, je suis nulle à ça. Ou de ne pas être capable de reconnaître ses propres qualités. Ça, c'est le sentiment de l'imposteur. Ou d'être dans une relation de couple qui se passe bien et de se dire mais je mérite pas ça, je suis une personne nulle, cette personne devrait être avec quelqu'un d'autre. C'est un poison. C'est un peu comme les hormones, il faut apprendre à s'en méfier parce que c'est un travers cognitif que beaucoup d'entre nous avons. Beaucoup d'entre nous. Il faut pas s'y laisser piéger, il faut apprendre à faire preuve d'objectivité avec soi-même, c'est pas simple, et d'indulgence avec soi-même. Il faut vraiment devenir son meilleur ami et apprendre à s'écouter. Il faut ni trop douter, ni pas assez douter de soi. Voilà, encore une fois. Compliqué à trouver l'équilibre, mais avec les exigences extérieures, c'est vrai que ça peut être difficile. Mais enfin, voilà quelques astuces pour éviter de sombrer dans le syndrome de l'imposteur, comme dit Emma. Trouver ses valeurs, essayer de se construire autour de ça. Et comme ce que je vous ai proposé aussi, essayer de penser à ce que vous savez faire plutôt que ce que vous savez. Vous dire je sais apprendre. Comme ça, au moins, effectivement, comme tu dis, ça permet de se dire bah, ça, je sais pas, mais c'est pas grave, et ça, je sais pas, mais je peux apprendre. Plutôt que se dire je suis expert en ça, et, et voilà. Entourez-vous de gens compétents et bienveillants aussi. Pas forcément compétents, mais en tout cas, certainement de gens bienveillants. C'est important, vraiment important. Le lion pose encore des questions sur ce sujet. Je pense qu'on pourrait y passer plusieurs heures sur ce sujet, syndrome de l'imposteur. Sinerta nous dit je dois vous laisser. Merci beaucoup pour ce live. Merci beaucoup Emma pour ces témoignages qui m'ont permis de voir les choses différemment. Passez une bonne soirée. Dispalix te dit merci, c'est limpide maintenant pour ce que tu viens d'expliquer. Oui, voilà, il y a Fiat Minis qui se dit que ça touche tout le monde. Il y a même des personnes aux plus hautes fonctions qui sont certains d'être les meilleurs ou alors qu'ils sont les pires, et l'inverse aussi, effectivement, ça peut exister aussi. Encelade Bis dit je ne sais pas vous, mais moi je me sens un peu plus Emma Olen. Le lion dit j'ai plus de questions en vérité, je vais juste vous écouter, mais personne ne vous relance. Bah, en fait, on arrive au bout de l'heure et demie, et c'est vrai que c'est toujours trop court. Je vous invite à contacter Emma Olen si tu veux bien. Tu disais que tu répondais à des questions. En tout cas, je vous ai donné son compte Twitter. Je vais essayer de le remettre. Et comme ça, vous pourrez suivre ses travaux sur Twitter. Attends, je me suis perdu. Je me suis reperdu sur mon ordinateur. J'ai 2 écrans actuellement. Quand on fait du live, c'est très facile de se paumer. Est-ce que je peux... je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, ça y est. J'ai retrouvé mon lien. Voilà. C'était beaucoup trop court, surtout quand on arrive une demi-heure à la bourre. C'est pas grave, les vidéos, c'est pas grave. Voilà, Gérard Licala dit c'est bon, abonné à Emma sur Twitter. Voilà, tu vas gagner des abonnés, je pense, aujourd'hui. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire, Emma, ou sinon je clôt la session? C'est toi qui me dis, je te laisse la parole de fin. Je pense que j'ai bien usé et abusé de votre temps. Merci beaucoup. Abusé, non, je pense pas. Je pense que les gens sont contents de ce temps. Bah, merci à toi. J'essaie de faire mon travail au mieux. Et en tout cas, c'était extrêmement intéressant de discuter avec toi. C'est un sujet qu'on n'avait pas encore eu. C'est un sujet un peu plus intimiste, un peu plus personnel en fait que les sujets qu'on a traités sur cette chaîne. Et c'est intéressant aussi de traiter de ça, du côté humain, un petit peu des sciences et de la vulgarisation. Zygomatics dit c'était super. En tout cas, vous nous avez émerveillés, c'est réussi.
Fiat Minis, bah, c'est les annonces un 19 mai. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus, ça dépend vraiment de ce qui va se passer. Pour l'instant, 19 mai, et puis bah, on verra. C'est tout ce que je peux vous dire de plus pour la réouverture du planétarium. Général Icala te dit c'est tellement rare, autant de positivité. Voilà. Ça s'entretient, c'est du travail. Mais ça s'entretient et ça se. Plus on l'entretient, et mieux ça va. Entretien très inspirant, merci à vous. Merci beaucoup, c'était très touchant. Bon, voilà. Je crois que tu n'as pas abusé de leur temps, au contraire, ils étaient extrêmement contents de te voir discuter de tout ça. Pour cette session, c'est terminé aujourd'hui. Le live du Planétarium continue lundi soir avec Pierre qui reçoit un philosophe, je crois, qui va parler de philosophie des sciences également, de son travail de recherche. Moi, je vous retrouve dans 2 semaines. C'est Pierre qui vous retrouve mercredi pour le JT des sciences, où il va vous expliquer des publications scientifiques qui sont parues récemment. Et je pense que mercredi d'après, on fera le quiz numéro 7. Si t'intéresse de faire des quiz astro avec des blagues et des pièges et des informations, eh ben, je t'invite à nous rejoindre mercredi dans 2 semaines. Voilà, je vous dis à bientôt sur YouTube et puis on va se dire au revoir sur le live.